l'accompagnement des professionnels. Et donc, on est très content au Cariforef que vous soyez si nombreux aujourd'hui dans ce premier webinaire. Vous avez peut-être vu que depuis plusieurs semaines, on a fait un gros travail de veille et de qualification des ressources, en ouvrant notamment un dossier spécial organisme de formation dans lequel le CAFOC est venu en fait qualifier et organiser un grand nombre de ressources pour vous aider dans le passage de votre formation à distance. On a aussi ouvert une boîte à questions. N'hésitez pas à en profiter, voilà, parce qu'on la relève tous les jours. Et puis, on programme donc aujourd'hui ce premier webinaire avec Monsieur Peuvrier, donc un spécialiste de l'accompagnement des organismes de formation dans la formation à distance depuis plus de 20 ans. Le succès, j'ai envie de dire, en termes de nombre d'inscriptions aujourd'hui, nous a amené à nous dire qu'il fallait que l'on vous propose d'autres choses par la suite. Donc, sachez qu'on travaille avec la région et avec le CAFOC et que dès la semaine prochaine, on va vous proposer une offre de service composée de temps de formation. Donc, dès jeudi et vendredi de la semaine prochaine, commencera un groupe de formation à distance sur passer sa formation à distance. Il y aura également un temps un webinaire thématique et également un rendez-vous des formateurs, donc un temps un peu plus d'échange de pratiques entre formateurs autour d'une question. Et on va s'efforcer de vous proposer ça chaque semaine durant toute la durée du confinement. Pour bien cibler ces actions, dans la confirmation à ce webinaire hier, on vous a joint en fait un formulaire. Bon, c'était en fin de document, donc vous ne l'avez pas forcément bien vu. Je vous invite à le compléter à l'issue de ce webinaire. Je vais vous le renvoyer, puis je vais rajouter 2 questions d'évaluation du temps d'aujourd'hui. Voilà, de façon à bien identifier les thématiques, les sujets dont vous avez besoin. En termes de formation, parce que je vois déjà un peu les questions venir, on imagine bien que sur les semaines suivantes, d'ouvrir en fait plusieurs groupes de formation, parce qu'on a effectivement le sentiment qu'il peut y avoir un besoin en volume. Je vais donc donner la parole à Monsieur Peuvrier et puis donc remercier aussi la région et du coup les formateurs des programmes prépa et visa qui vont témoigner aujourd'hui de leur expérience dans le cadre de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bien, merci Nadine, merci de ce lancement, enfin, plus qu'un lancement, un complément, puisque comme vous le rappeliez, le Cariforef, Pays de la Loire, a déjà œuvré depuis plusieurs semaines à mettre beaucoup de ressources à disposition. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, le travail n'a pas été simple, n'est pas simple aujourd'hui pour les spécialistes de la formation, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de propositions, beaucoup de ressources, de sites qui ont été ouverts. Et donc, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un fléchage comme celui que vous faites. Je réponds à une question du chat que j'ai vu filer là tout à l'heure. Oui, le webinaire est enregistré et sera disponible, j'imagine, sur le site du CARIF. Vous le retrouvez sur le site du CARIF donc, dès la semaine prochaine. Alors, la question effectivement à laquelle on m'a proposé de réfléchir donc, avec vous et puis avec donc, deux établissements partenaires donc, de la région qui sont donc OFAE et l'ADAPI Formation, c'était de voir, puisqu'on a presque l'impression aujourd'hui qu'on est aussi au milieu du gué. Peut-être qu'on repart pour 4 semaines de plus, on ne sait pas. Mais imaginons, dans tous les cas, on a 4 semaines derrière nous. Et comment on fait, effectivement, après 4 semaines de confinement, comment on assure la continuité pédagogique, comment on forme à distance dans la durée, parce que c'est une nouvelle difficulté qui se présente pour un certain nombre d'entre vous. Et d'entre nous, j'ai envie de dire aussi.
Donc seront avec moi tout à l'heure pour justement témoigner de leur expérience. Laurent Suet, donc, qui est responsable référent de formation à Formation Vendée, et puis Philippe Rétoré, donc d'ADAPI Formation. Et nous échangerons avec eux. Donc, rassurez-vous, il y aura un temps d'échange alors à travers le chat, parce que comme l'a rappelé Nadine Morillo, vous êtes très nombreux et on vous en remercie. Donc plus de 100 participants, donc tout le monde ne pourra pas avoir la parole par le micro, mais on va surveiller effectivement toutes les questions, toutes les suggestions que vous pouvez nous glisser dans le chat. Il est là pour ça, de façon à ce qu'on puisse y revenir, soit des questions, on va dire, un petit peu générales, soit, et je l'espère, des questions destinées à nos formateurs, témoins, qui sont venus partager leur expérience, leur vécu, qui est vraiment du vécu du quotidien, parce que l'un et l'autre étaient en animation, ou sont en animation même aujourd'hui, parce qu'on ne laisse pas tomber les groupes comme ça, parce qu'on a un webinaire. Alors, je vous propose, moi, dans un premier temps, en fait, de voir, donner un certain nombre de constats. Qu'est-ce qu'effectivement on a pu remarquer sur ces 4 semaines. Juste pour que vous situiez, qui est Stratis, effectivement un cabinet de conseil et de formation qui a bientôt 20 ans d'ancienneté, qui n'intervient qu'auprès de structures de formation publiques ou privés, de toute taille, de tout métier, avec une grosse partie sur le secteur de l'apprentissage. Et puis, nous intervenons aussi bien auprès de régions, de branches professionnelles, que directement auprès des organismes de formation. Et ce qui fait que dès le début du confinement, nos clients avec qui nous avions déjà un certain nombre d'actions en route, nous ont proposé de réfléchir à comment accompagner au mieux ces organismes de formation. Donc, on a, en l'occurrence, sur un niveau régional, mis en place un dispositif avec la région Normandie qui s'appelle Informer, qui est composé de webinars, d'espaces ressources. Donc, vous voyez, on peut difficilement être complètement innovant parce que les besoins sont les mêmes, tout simplement. Et puis, quelque chose de plus ciblé pour le secteur de la formation sur les services de l'automobile avec l'ANFA, donc l'Association nationale de formation automobile, puisque là, on a ouvert cette semaine, donc, pour eux, ce dispositif spécifique pour les 475 établissements en France qui forment au métier de l'automobile et sur une zone, on va dire, plus privative, destinée aux 80 CFA pilotes et CFA associés du réseau de la branche professionnelle. Voilà, donc quels sont les premiers constats? Alors, ceux qu'on a fait, ceux qui nous remontent, ce que l'on entend, ce que l'on lit. On échange aussi entre collègues. Nous sommes plusieurs, bien sûr, à être fortement sollicités, vous l'imaginez, pour accompagner nos clients ou ceux qui n'étaient pas encore nos clients, mais qui cherchent à trouver des solutions à cette situation complètement inédite. Ben, je dirais, bien sûr, les difficultés, il y a des difficultés face à la situation, cette situation qui, en 48 heures, a nécessité de trouver des solutions pour assurer la continuité pédagogique qui était demandée. Et bien sûr, la première des difficultés, c'était pour bon nombre d'établissements de formation ou bon nombre de formateurs, le manque de préparation. Quand nous travaillons, nous, à l'accompagnement d'organismes de formation sur je ne parle même pas du passage à la distance, mais l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Nous sommes déjà sur des dispositifs, on va dire, de changement moyen terme qui portent sur au moins un an pour commencer à mettre des choses véritablement en place. Plusieurs années si on vise effectivement un passage totalement à la distance. Donc, 3 jours d'un côté, 1 an de l'autre, bien sûr, la préparation n'était pas la même. Le deuxième point, c'est le manque de ressources d'apprentissage numérique, c'est-à-dire la matière, du contenu de formation sous format numérique. Là, bon nombre là aussi d'établissements n'avaient pas organisé, alors je dis bien de manière organisée, des bases de données avec des ressources d'apprentissage et encore moins avec des parcours. Les formateurs, eux, avaient dans un certain nombre de cas, même dans la plupart des cas, déjà des ressources qui étaient numérisées, mais on verra après comment est-ce qu'ils les ont utilisées justement. Le troisième point, c'est le manque de moyens techniques. Pour beaucoup d'organismes de formation qui étaient en phase de transition vers le digital, eh bien, les moyens techniques étaient en cours de constitution, en phase de réflexion, les appels d'offres étaient lancés dans certains cas, voire ils venaient de s'équiper, voire ils n'étaient pas équipés. Et donc, il a fallu faire face à la situation avec les moyens techniques disponibles à l'instant.
Puis le quatrième point, c'est lié à tout ça, c'est le manque de compétences des équipes pédagogiques qui n'avaient pas forcément été formées. Donc là, on a une très grande hétérogénéité, ça c'est un phénomène assez classique. Mais face à la mise 100% à distance, déjà sur la prise en main des outils numériques, on a de l'hétérogénéité. Dans l'appropriation des outils de la distance, l'hétérogénéité était, vous en doutez, encore bien plus importante. Ça, c'est côté des organismes de formation, c'est côté des structures, quelles qu'elles soient, hein, CFA, organisme de formation professionnelle continue, formation initiale d'ailleurs. Mais les deux derniers points concernent bien sûr également les apprenants, qu'ils soient stagiaires ou qu'ils soient étudiants, qu'ils soient apprentis. La question des moyens techniques des apprenants et la question des compétences minimum pour utiliser un dispositif de formation tout à distance se sont posées de la même façon. Et ce qui veut dire qu'il a fallu s'assurer que les apprenants étaient équipés et que les apprenants avaient les compétences pour utiliser ces équipements dans un dispositif de formation organisé. Donc voilà toutes les difficultés en fait, auxquelles vous avez dû faire face et qui ne sont pas isolées, même pour les établissements qui avaient déjà enclenché, on va dire, leur transformation digitale. Ce ne sont pas forcément ceux qui ont réussi du premier coup et les formateurs ont dû aussi, dans un certain nombre de cas, j'ose utiliser le verbe, bricoler avec ce qu'ils avaient sous la main. Alors, à côté de ça, il y a les bonnes surprises. Les bonnes surprises, c'est que, justement, on a trouvé des ressources, finalement. Et on a creusé un petit peu, on a fouillé dans les cartons, et tout le monde a trouvé des ressources numériques et donc des choses à proposer, du contenu à proposer. On a trouvé qu'on pouvait utiliser aussi des outils. On avait des outils qui étaient des outils plutôt grand public. Alors, ça parle de Skype, WhatsApp, tous les réseaux sociaux, par exemple, qui ont été largement utilisés pour, je dirais, créer du lien. Et donc là, on a utilisé ces compétences et les moyens que l'on avait à disposition à la maison. Donc, ce qui veut dire que la plupart du temps, les gens ont fait avec des outils simples, mais ils sont arrivés à faire en fonction de leurs compétences, en fonction de leur capacité à mettre en œuvre ces outils et de ce dont ils disposaient. Il y a un certain nombre de formateurs, moi, avec qui j'étais en contact, qui n'avaient même pas eu la possibilité de retourner dans leur établissement pour récupérer un ordinateur portable. Donc, il a fallu faire avec ce qu'il y avait à la maison. Donc, ce que l'on constate, ça, c'est indéniable, c'est l'énorme bond en avant qui a été fait en l'espace de 4 semaines. Nombreux sont les directeurs d'établissement qui me disent on a avancé en 4 semaines à peu près autant que les 3 dernières années ou que les 3 années à venir dans notre projet. C'est-à-dire que les projets de transformation digitale que l'on élaborera dans les prochains mois seront sans commune mesure avec ceux que l'on a été amené à élaborer avant le 16 mars. Qui prenait en compte tout un temps d'acculturation. Le phénomène d'immersion contrainte dans laquelle tout le monde a été mis a provoqué un espèce de phénomène de survie qui a envoyé l'appréhension que l'on pouvait avoir vis-à-vis des outils du numérique. Cette appréhension a été mise de côté, et ce qui fait qu'elle a permis aussi de révéler des compétences cachées pour bon nombre de formateurs qui se découvrent eux-mêmes pas forcément une appétence, parce qu'à nouveau, beaucoup sont dans la contrainte par rapport à ça, mais des compétences avérées malgré tout, et finalement, là où ils pensaient ne pas être en capacité de, se découvrent de nouvelles possibilités et de nouvelles compétences pour eux qui vont pouvoir mettre à profit plus tard. La dernière remarque que je voudrais faire sur ces premiers constats, c'est que, on va dire, nous, quand je dis nous, nous sommes un certain nombre de consultants, d'entreprises à accompagner vers la transformation digitale des organismes de formation depuis pas mal d'années. C'est qu'effectivement, la situation a fait que sur le terrain, les formateurs, les organismes de formation ont fait tout l'inverse de toutes les préconisations que l'on peut faire depuis des années, notamment celle de dire pensons le projet pédagogique et outillons ensuite le projet. Une fois que celui-ci sera défini, eh bien, l'urgence a fait qu'on a choisi souvent des outils et après on a essayé de faire avec ces outils. Alors, c'est effectivement sur le phénomène de la gestion de l'urgence. La première urgence, c'est laquelle on a été confronté. Moi, j'étais avec un groupe de 60 formateurs le 13 au matin, donc le lendemain de l'annonce des fermetures des établissements. Et la première question, c'était mais comment on fait pour diffuser et partager des documents ? Comment on fait pour diffuser du contenu? On en était sur des
niveaux les plus basiques, bien évidemment, qu'on puisse rencontrer. Donc ça a été la réponse de la première urgence, et chacun y est allé avec effectivement les outils qu'il avait sous la main. Et puis sont venus, au fil des journées, au fil des semaines, se greffer des besoins qui sont des besoins d'ingénierie pédagogique que vous connaissez tous, qui sont des besoins en termes de fournir des exercices, de permettre de s'entraîner, de permettre de s'évaluer, de permettre pour les formateurs d'accompagner, de permettre de communiquer avec les groupes d'apprenants et permettre aux apprenants de communiquer entre eux. Donc, des préoccupations qui, on le voit, vont au-delà de l'urgence, commencent à aller vers une ingénierie à la fois de formation, mais une ingénierie pédagogique pour le formateur beaucoup plus structurée, qui le ramène quand même à ses fondamentaux et à ce qu'il a l'habitude de faire. Le risque, quel est le risque qu'on peut imaginer au bout de 4 semaines? Ben, le risque majeur, le risque principal, et on l'entend chez beaucoup d'entre vous, ben, c'est l'abandon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, certains perdent pied, qu'on perde le contact avec un certain nombre d'apprenants, quel que soit leur niveau d'ailleurs, mais plus on va être vers des bas niveaux de qualification, plus on va être vers des personnes éloignées de la formation, voire éloignées de l'emploi, et qui étaient plutôt en phase de constitution d'un socle de compétences, dont le numérique, mais pas que, bien, il y a un grand risque effectivement que ces personnes abandonnent. Et l'un des facteurs le plus fréquent en matière d'abandon, c'est la monotonie de ce que l'on peut proposer, ce qui fait que la monotonie amène l'ennui, amène effectivement une perte d'intérêt de la part de la personne, et ce qui va faire qu'à un moment donné, bon, ben voilà, si ce n'est pas intéressant, j'arrête effectivement et je reprendrai la formation quand on pourra retourner dans le centre. Alors, bien sûr, il n'y a pas de recette, hein, et il n'y a pas surtout de catalogue, enfin aujourd'hui plutôt de manuel qui nous permet de résoudre tous les problèmes face à tous les publics, mais il y a un certain nombre effectivement de solutions qui peuvent être imaginées, plutôt un certain nombre de bonnes règles à se rappeler, qui reposent à la fois sur proposer de la variété dans les apprentissages, on va y venir juste après, revenir sur des principes pédagogiques, hein, repenser les objectifs d'apprentissage, repenser les ressources par rapport à ces objectifs d'apprentissage, les évaluations, etc. Penser aux activités elles-mêmes, je dis bien les activités, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut proposer, et puis apporter de la présence, et on verra à travers les témoignages tout à l'heure que l'on aura des deux formateurs, qu'il y a diverses façons aujourd'hui d'être présent auprès des apprenants. Alors, sur le plan de la variété, ben, je dirais on peut faire un petit focus au moins sur 3 choses. On a la chance avec le numérique de pouvoir proposer, que l'on soit à distance ou en présence, mais là ce qui nous intéresse c'est à distance, on a la chance de pouvoir d'avoir une grande variété en fait, de ressources possibles, hein, de ressources numériques. Ça va bien sûr du document basique, hein, le fameux PDF, hein, donc un document statique, PDF ou traitement de texte, peu importe. On va dire un document texte sous sa forme la plus rudimentaire, jusqu'à, on va dire, des ressources hyper élaborées, très interactives, de type game simulator, en passant par des évaluations interactives, en passant par des animations, de la vidéo, des questionnaires, des quiz, toutes sortes d'animations, d'infographies également qui peuvent être proposées. Donc, on a vraiment une très grande variété de ressources qui peuvent être mises à disposition. Certaines existent, certaines vous les avez déjà dans votre centre de formation, d'autres peuvent être à créer avec des moyens simples, parce qu'on ne va pas se lancer dans des productions qui mettraient des mois à être réalisées, bien sûr, ça n'a pas de sens. Et dans d'autres cas, on peut trouver des ressources que l'on peut s'échanger. Je prenais le cas, je vous parlais de la Normandie tout à l'heure, on a commencé à se mettre un certain nombre de formateurs ou d'organismes de formation à se mettre dans une logique de partage de ces ressources qu'elles ont créées dans un cas particulier, notamment je pense sur des financements européens, et qu'elles mettent à disposition de l'ensemble de la communauté, partant du principe qu'effectivement elles peuvent être utiles à tout le monde. Les ressources, ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas de déverser des ressources parce qu'on va noyer les apprenants sous ce flot de ressources. Il faut les organiser. Et bien sûr, ça veut dire scénariser ces formations, ces activités, scénariser à travers des activités. Et là aussi, on a une grande variété d'activités qui peuvent être proposées. Une activité de lecture, c'est une chose, mais on a des activités qui vont être beaucoup plus engageantes, qui vont créer de l'interaction, dans lesquelles, effectivement, la personne va être
vraiment dans une démarche de produire quelque chose, de pouvoir se tester elle-même par rapport à ses connaissances. Donc, des activités peuvent être également, elles doivent être combinées en fonction des modalités que l'on est en capacité de mettre en œuvre. Et on va croiser des activités synchrones et asynchrones. Activité synchrone, on est tous ensemble, c'est le cas de la classe virtuelle. Alors c'est une expression qui maintenant est rentrée dans le langage commun, hein, puisque le ministre de l'Éducation nationale, dès la première semaine, a mis l'accent sur les classes virtuelles. Donc tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est qu'une classe virtuelle. Les outils, peu importe, mais le principe de la classe virtuelle. Donc des activités synchrones comme la classe virtuelle, et puis des activités asynchrones qu'on va faire réalisé en autonomie, sans la présence du formateur, et là dans un espace-temps qui peut être complètement différent, chacun travaillant à son rythme quand il le veut, par exemple. On va mixer aussi des activités qui sont réalisées en autonomie et des activités qui sont collaboratives, réalisées en groupe, voire coproduites ensemble. Tout ce que je vous dis là, si vous prenez du recul, en matière de pratique pédagogique, ce sont des choses que l'on fait effectivement quand on est face à face en salle de formation. On fait du travail individuel, on fait du travail collectif, on fait de la coproduction. On a des temps asynchrones, ce sont les temps qu'on fait, par exemple, à travers les travaux qu'on peut demander à l'extérieur. Donc, tous ces aspects-là peuvent être mobilisés et on a les outils sur le plan numérique pour le faire. Alors, bien sûr, ça nécessite de connaître ces outils et d'adapter ces pratiques. Désolé si mon petit schéma n'est pas très lisible, je me suis un peu fâché avec PowerPoint tout à l'heure pour essayer de le remettre. Dans la version qu'on vous mettra à disposition, je le rendrai plus lisible, je vous rassure. L'idée, c'est de construire des scénarios, et des scénarios engageants. Engageants, ça veut dire qu'ils vont capter l'attention, qui vont faire que par l'utilisation de l'ensemble des variétés que j'ai citées juste avant, eh bien, on va conserver l'apprenant dans son parcours de formation. On va lui donner quelque chose de nouveau, et on va lui proposer, on va jouer sur sa motivation, et donc lui permettre, avec la consultation de vidéos, en ayant recours à des classes virtuelles, en lui proposant de réaliser des choses. Hein. Réaliser des choses, ça peut être réaliser un résumé de texte qu'on envoie par SMS. Hein. Voilà, je vais prendre le système le plus basique, accessible à tout le monde. En l'accompagnant, c'est-à-dire en étant présent à distance, et puis en faisant des retours. Il faut énormément de rétroaction, il faut montrer de la présence, que ce soit à travers les classes virtuelles ou que ce soit à travers d'autres moyens. Et donc, je terminerai effectivement par l'accompagnement, parce que c'est par l'accompagnement que vous allez garder le lien et qu'on va, au-delà effectivement de ces premières semaines de confinement, pouvoir percevoir, par exemple, sur le plan psycho-affectif et social, sur le plan psycho-affectif déjà, quelles sont les difficultés, est-ce qu'on a un risque de perdre la personne, est-ce qu'il y a un risque d'abandon, recréer du lien social, recréer la dynamique de groupe, la nécessité, bien sûr, pour le formateur d'accompagner sur le plan pédagogique, hein, sur le fond, et sur la méthodologie de travail, ce que l'on fait effectivement quand on est en centre de formation déjà. Une dimension un peu nouvelle, c'est la dimension technique. Aider la personne à se connecter, aider la personne à réaliser un document sur son ordinateur ou sur son smartphone et l'envoyer au formateur. Et puis, il peut y avoir, ne perdez pas de vue qu'il peut y avoir des questionnements administratifs pour les demandeurs d'emploi, par exemple. Eh bien, comment ça se passe pour ma rémunération? Comment ça se passe pour ma période de stage? On en parlera tout à l'heure avec Philippe, par exemple. Comment est-ce que je suis assuré que je vais pouvoir continuer à côté de ma formation, à sécuriser aussi mon parcours personnel au-delà du parcours professionnel que j'étais en train de construire. Donc, toutes sortes de questions aussi auxquelles le formateur n'était pas forcément habitué parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en capacité de répondre à ça, mais il va devoir effectivement prendre de nouvelles dispositions, peut-être s'informer ou renvoyer vers des personnes, puisque l'accompagnement, ce n'est pas non plus l'affaire que du formateur, c'est toute une équipe pédagogique et toute l'équipe du centre de formation qui peut effectivement être en appui pour garder le lien et s'assurer qu'effectivement le parcours que l'on a conçu soit le plus efficace possible et surtout, à nouveau, que l'on ne perde pas, qu'on maintienne de l'intérêt, voire qu'on suscite un intérêt nouveau, autant chez les formateurs que chez les apprenants.
Voilà, donc ça c'était juste pour vous donner un petit tableau. Bon, je ne vais pas dire ça, pas prétention à être une étude, mais vous dire ce que l'on entend, tous les échanges que l'on a pu avoir entre cabinet de conseil et avec les formateurs. Mais il n'y a pas de meilleur exemple que quand ils sont donnés par les organismes de formation eux-mêmes et par les formateurs eux-mêmes. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que on commence avec Laurent Suet, qui va nous expliquer, déjà nous dire dans quel contexte il intervient, hein, quel est l'organisme de formation, quelles sont là où les formations sur lesquelles il intervient et comment il a mis en œuvre ces formations avec ses collègues, bien sûr, parce qu'il n'est bien évidemment pas tout seul. Alors, je vais arrêter mon partage pour pouvoir lui laisser la main et qu'il partage à son tour un support qui va nous permettre d'échanger. Donc voilà, donc vous découvrez Laurent Suet. Laurent, est-ce qu'on t'entend? Dis-nous. Normalement, vous m'entendez? On t'entend, c'est parfait. Et on attend ton partage d'écran pour pouvoir te suivre. Normalement, il arrive. Non, il ne veut pas ça. Voilà, il arrive. Alors, pour l'instant, je me vois. C'est bon. Alors, voilà, ça, je pense qu'on va l'avoir. OK. Est-ce que là, c'est bon? C'est parfait. OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle donc Laurent Suet et je vais intervenir par rapport à notre centre de formation, formationvendée.com, qui se trouve en Vendée à La Roche-sur-Yon. Donc, nous intervenons sur la Vendée. C'est un centre de formation qui existe depuis 1985, qui aujourd'hui est composé de 30 personnes. Et nous avons tout public formé avec 4 entités. Le COFAE, donc nous sommes sur de la formation de demandeurs d'emploi, en région, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, GFIP, d'un niveau 3 jusqu'à un niveau 5. Nous avons l'école supérieure d'alternance, l'ESA, où là c'est la formation en alternance, c'est un CFA de niveau 4 à niveau 6. Nous faisons de la formation aussi sur les entreprises, essentiellement sur l'anglais et aussi sur les parties commerciales. Nous avons notre base de données Formation Plus. Nous avons conçu, nous exploitons une commercialisation sur les contenus e-learning auprès d'autres centres de formation. Donc voilà un peu qui nous sommes. Les différentes formations, bien sûr, sont dans le domaine tertiaire, essentiellement dans le commerce, web marketing, ressources humaines, management, l'anglais, la bureautique, la comptabilité, les assistants polyvalents, et puis nous faisons aussi sur le médical, le sanitaire et le social. Pour ma part, donc, moi j'interviens sur plusieurs formations, je suis référent sur les BTS NDRC et sur les vendeurs conseils en magasin. J'interviens sur les techniques de vente, négociation, communication et management. Je suis un ancien professionnel du commerce itinérant, manager, responsable d'entreprise, centre de profit, 26 ans d'expérience professionnelle commerciale, 11 ans d'expérience formateur adulte et je suis donc salarié chez Formation Vendée depuis 2009 puisque j'ai fait mon premier poste dans cette entreprise. Et vous pouvez voir sur le côté le nouveau bureau à la maison comme il faut s'y adapter. Au niveau de Formation Vendée, ça fait 3 ans que nous développons et que nous utilisons des contenus e-learning par notre plateforme Formation Plus. C'est-à-dire que 10 à 25% de nos formations sont réalisées en FWAD, formation à distance, puisque c'était un souhait d'évolution. Donc, on avait déjà cette habitude de travailler à distance avec nos jeunes ou nos apprenants qui étaient donc chez eux et qui travaillaient sur une plateforme. 2 semaines avant le confinement, on a anticipé cette idée qui était de fermeture de nos centres de formation et notre direction a fait un choix sur une solution de visio qui s'appelle aujourd'hui GoToMeeting par rapport à la fiabilité, à la durabilité aussi. Et c'est vrai qu'on peut avoir, nous, aujourd'hui, un retour de fiabilité par rapport aux journées que nous pouvons passer avec nos apprenants.
L'objectif, ça a été donc de former, de motiver tous les stagiaires et puis aussi les formateurs, hein, puisque nous avons formé nos 35 formateurs à la visioconférence, ce qui n'était pas forcément évident parce que voilà, on n'était pas que des digital natives, donc ce n'était pas forcément notre façon d'être, mais c'est vrai que quelque part, eh ben, il fallait bien aussi s'y mettre. Et puis, nous avions déjà 2 personnes dédiées qui ont aujourd'hui complètement continué par rapport à la préparation et à la logistique de tout ce que nous avions mis en place. Donc, vous pouvez les voir sur la photo à droite. Donc, c'est eux qui s'occupent de mettre tout en place, nos visioconférences, d'assurer la logistique, les soucis s'ils peuvent arriver, etc. Donc, notre organisation depuis le confinement, nous sommes donc sur de la FOAD totale, la formation à distance totale depuis le 16 mars 2020 sur tous nos groupes, c'est-à-dire aujourd'hui 350 apprenants. Nous intervenons en visio-formation régulièrement et nous ajoutons aussi le contenu e-learning formation plus que nous utilisions déjà, hein, c'est-à-dire que sur les formations, entre 10 et 25%, je vous disais tout à l'heure, de ces formations sont réalisées en FOAD à la maison. Donc, c'est une certaine continuité par rapport à ce que nous faisions déjà avant. Ce qui a permis de continuer l'activité à 100%, que ce soit dans toutes les différentes branches. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Et donc, je reparlais donc de cette équipe dédiée à l'organisation des classes virtuelles, donc Rémi et Benjamin, que vous voyez toujours à droite. Les formateurs, les stagiaires, ben, nous sommes à notre domicile, tous, et nous avons réussi aussi, durant cette période, durant ces 4 semaines, à recruter des stagiaires et à faire un démarrage de plusieurs formations durant ce confinement. Donc, l'objectif, c'était bien sûr cette continuité pédagogique. Donc là, je vais vous parler d'un exemple, hein, un exemple que j'ai réalisé avec les BTS NDRCA, mais l'ensemble de l'équipe pédagogique a réalisé les mêmes choses. Mes collègues interviennent sur les BTS GPME et puis MCO. Et puis, nous attendons aussi, tout à l'heure, vous verrez, sur nos formations au ministère du Travail. Donc, nous avons continué cette interactivité avec les groupes, puisque avec l'outil GoToMeeting, nous sommes en face à face et nous avons cette possibilité de partage, comme je suis en train de le faire actuellement avec vous, de partage de documents, ce qui fait qu'on peut continuer par rapport à cet apport pédagogique, de continuer à envoyer du cours par l'intermédiaire de dossiers réalisés, de PowerPoint existants, de maps. Et puis, il y a comme on a cette possibilité de partage, moi j'ai mis en place un document Word vierge que je leur transmets, que je partage avec eux, et quelque part, ça me sert de tableau blanc. Et j'écris dessus avec eux par rapport à ce qu'ils me disent, par rapport à leurs réponses, et ça me sert de tableau. Et puis, dans une organisation de journée, il y a de l'apport, il y a du cours, il y a du travail perso que je leur demande de réaliser, des travails de sous-groupe, et ça, ils sont assez friands et ils se servent de Messenger ou WhatsApp, etc. Et ils font du travail personnel ou en sous-groupe, y compris du business game. Chacun peut amener des retours, hein, puisqu'on peut intervenir. Ils peuvent partager leur travail, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de les mettre en situation où c'est eux qui partagent à ce moment-là le travail qu'ils ont réalisé et ils le présentent au groupe. Donc, partage de PowerPoint, de films, pour que justement on ne soit pas que dans un apport, comme malheureusement on peut le faire actuellement, dans un apport descendant. Hein, et on est bien dans le fait qu'on soit dans une interactivité et qu'eux aussi participent pour justement ne pas les perdre, ce qu'on a pu entendre tout à l'heure. Systématiquement, c'est de veiller à ce que leur webcam soit ouverte, que leur micro soit ouvert pour bien vérifier qu'ils sont là, et que de toute façon, voilà,
j'ai pu créer des exercices de positionnement que je mets en fin de séance pour voir justement où ils en sont. Avec les BTS, quand on a démarré le 16, nous étions sur une semaine complète, hein, puisque nous sommes en alternance, donc normalement ils sont là un jour par semaine. Là, ils étaient là toute la semaine. Et quand ils sont une semaine complète en cours, eh bien, il y a un devoir sur table qui est à réaliser sur une demi-journée. Et donc là, ce devoir sur table, nous l'avons réalisé en visioconférence. C'est-à-dire que au préalable, j'avais envoyé les sujets sur lesquels il fallait qu'ils travaillent. Et puis de ce sujet, j'ai ouvert donc la visioconférence. Je leur ai demandé d'avoir leur webcam d'allumé, leur micro d'allumé, et de fin de compte, je n'ai fait de la surveillance. Et j'ai surveillé mon écran pour voir si tout le monde était en phase travail sans faire autre chose, comme si on était dans une salle à faire de la surveillance de devoirs sur table. Donc, oui, donc c'est peut-être, Laurent, pour être sûr qu'on ait bien tous compris. Donc, bon, ils sont restés, les étudiants là sont restés sur des horaires, on va dire classiques de formation, tout à fait. avec à la fois des temps, on va dire synchrones, donc du coup avec vous. Oui. La FOD telle qu'elle existait avant, avec votre dispositif de formation, hein, tel que vous l'aviez déjà. Et donc, dans ces séances, par contre, quand ils sont en séance avec vous, même s'il y a des temps de travail en autonomie, que ce soit un devoir sur table ou un exercice ou une production à faire, tout le monde reste connecté. On est d'accord? Tout à fait. Ce qui veut dire que vous aussi, en tant que formateur, vous restez connecté pendant toute la séance. Bien sûr. Donc c'est une séance de combien? On est sur des séances demi-journée? C'est quoi on est sur des séances de demi-journée, à 8h30, 12h30 ou 13h30, 17h30. D'accord. Moi, j'ai passé des journées aussi avec le même groupe pendant toute la journée, avec la coupure d'une heure le midi. Mais il est évident que oui, il faut rester disponible. Quand ils sont en moment de travail personnel, bien sûr, ils restent connectés. Moi, je reste connecté et disponible s'ils ont des questions, puisqu'il y a cette interaction. Tout le monde peut prendre la parole. Et c'est justement ce qu'on va voir un peu plus loin dans les conclusions, c'est qu'on a pu s'apercevoir qu'en fin de compte, il s'écoutait beaucoup plus. Alors, on va peut-être, parce que là, effectivement, donc, on voit sur les autres types de dispositifs sur lesquels votre organisme de formation a monté, puisque vous nous disiez tout à l'heure, toutes les formations ont été maintenues pour tous les apprenants. Quels sont, oui, voilà, les constats aujourd'hui que vous tirez, les points positifs, les difficultés qui ont été rencontrées? Alors, il y avait quand même aussi ce point qui était important, c'est qu'on a réussi à faire du démarrage de formation avec des personnes que nous n'avions jamais vues. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait, que ce soit avec un public AGFIP, donc qui peut être un public aussi en difficulté, ou sur le public sur une formation VCM niveau 4, où on a réussi à faire les informations collectives à distance, les tests de niveau, les tests de positionnement et d'individualisation de parcours. Là, on va démarrer les remises à niveau le 14 avril pour les VCM, et pour les AGFIP, la formation a démarré le 27 mars. Et on est uniquement en visioconférence. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes que nous n'avons jamais vues. Et donc, on a réussi à les former à distance pour qu'ils se mettent sur la visioconférence. On a bien sûr l'accompagnement toujours avec Formation Plus. Et donc, puisque nous faisions déjà avant nos tests de niveau et nos tests d'individualisation par l'intermédiaire de Formation Plus chez eux. Donc, c'est aussi ce côté important de dire qu'on peut démarrer les formations même pendant le confinement. Alors, vous m'avez précisé quand on a préparé notre entretien que c'était avant même le démarrage de la formation, la phase de recrutement que vous avez réalisée comme ça. Tout à fait. On a fait toute la phase de recrutement par visio, avec une visio collective pour être sur l'information collective, et puis après une deuxième visio qui démarre en individuel pour faire des entretiens individuels de recrutement. Et après, il y a les tests de niveau qui, eux, font directement chez eux sur Formation Plus, notre plateforme, et puis les tests d'individualisation, ce qu'on appelle les tests aussi pour individualiser le parcours, qu'ils font aussi à distance sur Formation Plus.
Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de se dire qu'on a cette possibilité que même sans rencontrer les personnes, uniquement par visio, on arrive à faire un recrutement, à démarrer une formation et à motiver les gens. Les VCM démarrent, donc moi je l'ai appris ce matin, il y a 17 personnes qui démarrent le 14 avril. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors, on va venir sur les constats parce que moi, il y a vraiment des choses qui m'ont interpellé quand on en a discuté, notamment, comme vous m'avez dit, ils s'écoutent plus. On pourrait croire qu'ils sont chacun dans leur coin, mais non, ils s'écoutent plus. Et puis, ils ont la sensation d'apprendre plus. Alors ça, ça nous intéresse tous. S'ils s'écoutent et qu'ils apprennent mieux, pourquoi on va retourner dans les salles dans ce cas-là? Alors, c'est justement cette question. Alors, bon, au niveau des points positifs, c'est cette réflexion que nous nous sommes fait. On a eu peur au départ, mais en fin de compte, ça marche, hein, aussi bien au niveau de la technique qu'au niveau pédagogique. On a un retour positif des apprenants. Et vraiment, alors c'est vrai qu'on utilise leurs outils. On est vraiment sur leurs outils de tous les jours. Et ben, ils se sentent bien avec ça. Ils se sentent aussi peut-être bien chez eux parce qu'ils ont des points de repère différents. Et comme de toute façon, on est sur des groupes, sur les BTS, on est sur des groupes de 18, 19, 20. Et donc, il y a la possibilité d'ouvrir le micro, de fermer le micro, un peu hein, comme on l'a fait aujourd'hui, comme vous avez fait avec le partage. Eh bien, ils se respectent plus et on met des codes. Quelque part, on revient un peu comme sur la classe traditionnelle, c'est-à-dire que quand je veux prendre la parole, je lève la main ou j'ouvre mon micro parce que le micro devient vert alors qu'avant il est rouge. J'ouvre mon micro, je le passe au vert et là je peux dire ok, j'écoute. Et on est sur cet échange possible et vraiment ils s'écoutent. Ils se respectent et ils sont dans l'attente. Et j'ai eu vraiment cette expression dès le premier jour, le 16 mars, d'un jeune qui bon, n'est pas forcément quelqu'un pour qui l'école c'est la priorité et qui m'a dit à la fin, quand on fait le débrief, hein, je fais toujours un débrief en fin de cours, et qui m'a dit oh, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre quelque chose. Donc c'est plutôt hyper intéressant comme retour. Voilà, donc voilà, ils sont plus attentifs. Voilà. Donc, il y a aussi des points de vigilance, hein, c'est ce que vous avez effectivement noté. Et puis, la question que peut-être les personnes qui sont avec nous se posent avant celle-ci, c'est la question des prérequis techniques, j'entends. Est-ce qu'ils étaient équipés quand même? Parce que, Alors, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans les prérequis, au niveau de chez nous, c'est comme justement on fait déjà de la FOAD depuis 3 ans, pour faire de la FOAD, il faut bien sûr avoir un ordinateur chez soi. Alors même si sur certaines formations, ce n'est pas une obligation et qu'on peut nous assurer la FOAD en présentiel, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont une salle, ils ont un ordinateur puisqu'on fournit l'ordinateur. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans les formations, souvent ils sont tous équipés d'un ordinateur. Ils peuvent même, au niveau de Formation Plus, le faire sur leur smartphone, sur leur téléphone. Donc, ils sont tous équipés d'un téléphone, ils ont tous plus ou moins une connexion. Donc, c'est vrai que l'acquisition de l'outil en visioconférence n'a pas été difficile pour eux, puisque quelque part, ils ont l'habitude, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, WhatsApp ou d'autres, ils ont l'habitude de s'en servir régulièrement. Et pour eux, ça a été la continuité de ce qu'ils aiment faire tous les jours. Donc, on a utilisé l'outil pour devenir pédagogique. Et c'est ça, justement, ce côté qui devient plutôt intéressant. Bon, par contre, voilà, c'est vrai que on arrive quand même à voir au niveau de l'assiduité des stagiaires, hein, quand on leur demande d'avoir leur webcam d'ouverte, quand on leur demande d'avoir leur micro d'ouvert, et puis on a un chat à côté. Donc, il est évident que si ça ne répond pas au micro, si ça ne répond pas à la webcam et que si ça ne répond pas au chat, on peut se dire, tiens, cette personne-là n'est peut-être pas vraiment présente pour l'instant. Donc, on a aussi les outils de vérifier s'ils sont là ou pas. Et puis après, bon, il peut y avoir pénalité ou pas pénalité, c'est au centre de formation de le décider. Par contre, voilà, c'est un peu plus fatigant pour les formateurs. C'est vrai qu'on est 8 heures face à face à un ordinateur. Et quand je prends mon cas personnel qui suit essentiellement sur la négociation et la vente, je peux vous garantir que quand j'assure mes cours, je suis rarement tout le temps assis à mon bureau. Et que là, d'être 8 heures devant un ordinateur, c'est un peu plus fatigant. On ressent des muscles qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que c'est un peu particulier. Je pense que de toute façon, ça peut être une solution partielle. On ne peut pas être que sur de la visio.
ou de la FOAD, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a aussi un point de repère de l'établissement, du physique de l'établissement, et ça, c'est important. Et puis, il peut y avoir aussi parfois ce problème de débit de réseau, hein, ce qu'on appelle les zones blanches, mais on l'a très peu vu. Et à la rigueur, quand ça existe, ils peuvent quand même se connecter et on fonctionne à ce moment-là avec le chat. Je voyais ce matin sur un groupe que j'en avais 2 qui avaient un souci de connexion, mais au moins on pouvait chatter à côté et on fait un retour de questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, tout le chat est enregistré et nous l'avons automatiquement enregistré. Enfin, moi, je sais que dans mes documents, à chaque fois, tous les jours, j'ai tout qui est enregistré. Après, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est l'assiduité des stagiaires dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout neuf. Ça leur plaît. Est-ce que dans le temps, on n'a pas la réponse là-dessus, puisqu'à aujourd'hui, ça fonctionne bien, même après 4 semaines. Est-ce que dans le temps, ça va durer? Est-ce qu'il va falloir être encore plus imaginatif par rapport à ce qu'on peut leur proposer? Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il faut vraiment être imaginatif, changer beaucoup au niveau de la façon, un coup du PowerPoint, un coup du film, un coup de la question, un coup de la participation, un coup du travail perso. C'est vrai que ça demande d'être plus réactif et de plus être attentionné à ce que peuvent ressentir nos apprenants. Voilà. Après, il peut y avoir, voilà. Et puis, il peut y avoir, voilà, peut-être aussi par rapport à certains apprenants qui, c'est plus sur des formations à GFIP ou demandeurs d'emploi, où il peut y avoir un souci par rapport à la faible compétence sur l'outil informatique. Ok, ben merci Laurent de cet exposé vraiment très, très complet sur à la fois les avantages, les inconvénients et la façon dont vous l'avez déroulé. Je pense qu'il y a vraiment quelques surprises, quelques belles surprises, hein, je trouve, dedans. Donc, à voir maintenant, comme vous l'avez souligné à la fin, comment dans le temps on peut imaginer les soumettre encore à ce même type de dispositif. Je vais vous proposer de couper le partage d'écran et puis de façon à ce qu'on puisse écouter, effectivement, qu'on puisse échanger avec Philippe, qui a mis en place des choses différentes parce que le public, votre public est différent et vous allez nous expliquer effectivement, vous allez nous expliquer tout ça, Philippe. Donc, quel est vous, ADAPI 49, déjà le public, les formations que vous dispensez en général et particulièrement celles dont vous allez nous parler avec le public concerné. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Philippe Rétoré, je travaille comme formateur au centre de formation ADAPI à Angers. Le centre de formation ADAPI a 30 ans d'existence. On est présent sur Angers, Cholet et Saumur. Sur le PowerPoint que j'ai préparé, j'ai pris cette photo qui vient du site internet de l'ADAPI 49 avec la liste des établissements. Donc, vous pourrez voir sur cette page web l'ensemble des activités du centre de formation. Mais ce dont je vais vous parler plus précisément maintenant, c'est sur une de nos actions de formation qui est dans le cadre des actions prépa à venir du conseil régional. Nous sommes en groupement avec 2 autres centres de formation sur le bassin d'Angers. Les 2 autres centres de formation, c'est Retravailler dans l'Ouest et l'Infret. On peut retrouver la feuille, la fiche descriptive de l'action de formation que nous animons sur le site du conseil régional sur le catalogue de formation, dans l'onglet Prépa à venir. Voilà, donc il y a la feuille, c'est une plateforme multisectorielle de découverte des métiers et de validation du projet professionnel. Nous, on l'appelle Prépa à venir, voilà, tout simplement dans le langage commun. Donc Prépa à venir, les objectifs de l'action: identifier ou valider un projet professionnel réaliste au regard de l'économie et de l'emploi local de mobilité géographique, se préparer à l'accès à une formation qualifiante, un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation ou un emploi direct, définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Pour une entrée dans le dispositif, il peut y avoir 3 parcours, donc le parcours 1, parcours 2, parcours 3. J'ai laissé en surgras le parcours 1 parce que c'est le parcours qui est majoritairement, on retrouve peut-être 90% des personnes. Donc, c'est du parcours 1, élaboration de projet. Le parcours 2, c'est vérification du projet professionnel. C'est pour des personnes qui ont une idée d'un métier, mais qui voudraient vérifier si c'est adapté, faisable. Et voilà. Et donc, le parcours 3, c'est consolidation de projet et recherche de formation. Donc, pour définir plus précisément, je pense notamment à une personne qui voulait être animatrice. Je ne savais pas si c'était animatrice auprès de publics jeunes, d'enfants ou animatrice sociale. Donc, les stages qu'elle a pu faire lui ont permis de décider de la sous-branche à l'intérieur du métier d'animatrice qui allait ensuite découler sur la recherche d'une formation professionnelle. Donc là, on est sur des parcours 3, des parcours 2 qui sont minoritaires. La plupart du temps, les gens qui rentrent dans le dispositif, c'est pour répondre à la question vers quel métier je vais m'orienter. Du coup, cette formation est en alternance. Donc, cette formation est en alternance, ça veut dire que dans les parcours 1, les personnes ont une alternance entre les périodes en centre de formation et les périodes en stage en entreprise. Ils ont 3 stages en entreprise à réaliser. L'idée, c'est après avoir émis des idées d'orientation, des idées de métier, je vais les essayer en entreprise et ensuite, une fois que j'ai fait mes 3 stages, ben, je peux décider si c'est plutôt ce métier-là vers lequel je veux m'orienter. Et donc, du coup, il y a une élaboration pour la suite, c'est-à-dire comment je vais m'y prendre pour aboutir dans le métier que j'ai choisi. Donc, comment je vais m'y prendre soit à la recherche d'une formation, soit à la recherche d'un emploi directement. Donc voilà, ça c'est le cadre. Donc on a des actions, des groupes en formation qui démarrent à peu près toutes les 6 semaines. Moi j'interviens sur un groupe, on était rendu au milieu de la formation durant le 2e stage, lorsque on a eu l'annonce comme quoi on ne pouvait plus continuer sous la forme convenue, on va dire, et on est passé donc sous l'effet du confinement. C'était une surprise, on n'avait pas anticipé les choses, et donc du coup ça a généré pour nous beaucoup de questionnements, et les stagiaires aussi beaucoup de questionnements, et donc il a fallu qu'on s'articule un petit peu pour voir ce qui allait être fait. Du coup, le premier temps qui a été important pour nous, ça a été de pouvoir, déjà on a dit l'impact des décisions politiques sur la suite, c'est-à-dire qu'on avait la non-possibilité d'accueillir les gens au centre de formation et surtout la non-possibilité de poursuivre les stages en entreprise. Arrêt immédiat des stages en entreprise. Donc les gens, dont le groupe dont je m'occupe, était en stage en entreprise. Donc, il a fallu prévenir tout le monde en disant il faut quitter le stage immédiatement, suivant les directives qu'on avait. Donc, les gens ont dit bon, puisque c'est comme ça, je quitte le stage, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le temps qu'on se retourne, on vous recontacte. Et donc, on a ensuite créé une visioconférence. En fait, on leur a proposé de se connecter sur un site. Nous, on utilise Jitsi, c'est le premier qui nous a semblé pertinent par rapport à ça. On s'est retrouvés sur Jitsi et puis on a échangé sur ce qui se passait et comment on allait faire. On a écouté les stagiaires, on a répondu à leurs questions. Donc, ce temps était très important et aussi le fait qu'on s'est retrouvé l'ensemble des formateurs, la coordinatrice du dispositif en même temps sur cette visioconférence. Ça a été un moment assez important puisque ça a posé le nouveau cadre en fin de compte. Donc, durant ce temps, on a pu les rassurer, notamment sur 2 questions qui étaient importantes pour eux. La question de la rémunération. Donc, on a pu les rassurer en disant que le conseil régional avait assuré que les stagiaires de la formation professionnelle pourront percevoir l'ensemble des rémunérations qui étaient prévues jusqu'à la fin de la formation prévue.
Et puis, on les a rassurés aussi sur le fait que nous, on continue la formation et qu'on avait une période de confinement à passer, mais que ça allait bientôt se lever et qu'on reprendrait le fil de la formation. Et en fait, on y allait un petit peu de 2 semaines en 2 semaines. On pensait au début que ça allait durer 2 semaines, cette histoire, mais apparemment, c'est un peu plus long que ça. Donc, on est par tranche en fin de compte, et à chaque nouvelle tranche, on redéfinit les choses, voilà, on se re-questionne et on voit comment on va faire pour la suite. Du coup, voilà un temps d'échange pour indiquer aussi aux stagiaires comment on allait continuer à travailler par la suite et donc aussi mettre en place des outils de travail en distanciel. Donc les journées, pour nous les journées, c'est la plupart des temps, on commence la journée par une visioconférence le matin et possiblement on en prévoit une autre l'après-midi. La visioconférence permet d'indiquer le travail qui est à réaliser, qui peut être de nature différente, mais en tout cas on est là pour échanger, pour voir ce qui va se passer dans la journée, qu'on partage un petit peu les choses et qu'on prévoit le travail. Ensuite, il y a une transmission d'activités. La plupart du temps, c'est une transmission d'activités par mail. On s'est aperçu que, oui, les conditions de poursuite de la formation entre l'avant-confinement et le confinement sont différentes. On a des personnes qui sont parents, et notamment des personnes qui sont parents, mères célibataires avec enfants. Les enfants ne sont plus à l'école, donc du coup, les conditions pour pouvoir suivre la formation, je suis disponible pour suivre la formation de 9 h jusqu'à 17 h. D'un seul coup, les conditions ne sont plus les mêmes, puisque du coup, je suis parent, j'ai 2 enfants dans mon appartement, je suis confiné, je dois assurer l'école pour les enfants, la suite du programme scolaire, et en même temps, on me demande tout un tas de choses à faire. Donc, il a fallu on s'est rendu compte de ça, ce qui est très important, parce que on ne peut pas poursuivre la formation comme si le confinement n'existait pas. Donc, si on donnait des activités trop chargées avec des délais trop brefs, comme il aurait pu être question si on était en présentiel, eh bien, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, il y a des personnes qui ont été, oui, ça générait beaucoup d'inquiétudes. On s'est aperçu que les gens et nous-mêmes, on est dans des situations différentes, complexes, et on est à certains moments un peu à fleur de peau. Et donc, du coup, la moindre petite chose qui peut être, qui va de travers, ou une parole malheureuse ou autre chose, peut prendre une ampleur importante chez les stagiaires, et ça peut générer des choses compliquées qui peuvent alimenter la question de la motivation ou de la démotivation. Du coup, il peut y avoir de la démotivation parce qu'en plus, on leur demande trop, parce qu'en plus, on ne les écoute pas, parce qu'on leur a dit on a dit aux formateurs qu'on ne pouvait pas faire ceci, cela, et le formateur continue de nous en donner toute une tartine. Donc, il y a des choses qui sont plus subtiles, plus à fleur de peau que lorsqu'on était en présentiel. Donc, ce qui est intéressant, je rebondis parce que ça répond à des questions qui sont, que j'ai vu passer dans le chat, hein, qui sont sur, effectivement, mais comment on fait quand on a aussi 2, 3 enfants qui doivent suivre leurs cours, hein, puisque on leur donne aussi du travail, quand on est plusieurs à la maison, quand on n'est pas dans le bon environnement. Donc là, c'est vraiment des choses que vous avez intégrées à un moment donné, peut-être pas dès le début, peut-être que vous êtes rendu compte par les retours de vos propres stagiaires, en fait. C'est bien ça. Oui. Oui, c'est ça. Je veux dire qu'on a été confronté, on n'avait pas anticipé la situation, on a été confronté à quelque chose et les gens nous l'ont dit tout de suite. On a vu tout de suite des gens qui étaient avec leurs enfants en visioconférence. On a une jeune maman de 17 ans qui a son bébé sur les genoux tout le temps. On parle, en fin de compte, puisqu'elle a son bébé. Donc, tout de suite, on s'est rendu compte que c'est plus les mêmes conditions. Donc, ça a généré 2 choses. La première chose, et l'activité qu'on leur donne, on leur donne du temps pour la réaliser. Un stagiaire me disait, bah, en fait, moi, ça m'arrange qu'on me donne du temps parce que je travaille très bien de 5h30 à 6h le matin. C'est là où je suis le plus productif. Comme ça, je fais mon boulot et puis après, je m'occupe des autres choses dont je dois m'occuper dans la journée. Bon, bah, nous, ça nous va si le travail proposé est réalisé, quel que soit le moment. Et puis, une deuxième chose,
qui sont c'est très important, beaucoup plus important de les complimenter sur le travail qui est réalisé pour l'absence de compliments, le fait d'en demander toujours plus, ça va dans le pot de ça en rajoute en fait, voilà. Et le fait de complimenter, ben, ça encourage, c'est sur le côté de l'encouragement. Donc ça, c'est deux choses qu'on a remarquées. Donc on travaille souvent avec une visioconférence, ensuite on donne une fiche d'activité. Cette fiche d'activité, pour réaliser des choses, on a créé des tutos. Donc on s'est mis à faire des tutos, voilà, comme les jeunes sur YouTube. Donc on fait des petits tutos pour utiliser ça ou ça. Et puis de plus en plus, on intègre maintenant le partage d'écran qu'on n'avait pas intégré au début. Le partage d'écran comme on est en train de faire là. Le partage d'écran peut marcher pour nous, le public, en insertion sur des choses assez rapides et assez simples. Si c'est des choses qui sont plus complexes, bien on a une disparité dans les personnes qui peuvent suivre les affaires et on risque de les perdre. Et en plus, on ne voit pas l'impact que ça peut être donné. Donc, on est assez prudent sur le partage d'écran. Ce qu'on a aussi mis en place, c'est des visioconférences. On invite des gens à venir rencontrer le groupe, en fin de compte, par l'intermédiaire des visioconférences, pour parler de sujets divers et variés, soit carrément dans le thème de la formation. Par exemple, on a fait venir quelqu'un qui est venu parler du service civique, ce qui était déjà prévu dans le thème, mais aussi on a fait venir des personnes, une formatrice ayant une cousine qui vit au Canada, simplement pour échanger comment ça se passe au Canada. Et les rencontres avec d'autres personnes qui viennent parler de leur situation, qui viennent parler de leur métier, qui sont disponibles pour cet échange-là, est très intéressante parce que du coup, pour un petit moment, c'est comme si on ouvrait les fenêtres du confinement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est avec quelqu'un qui est au Canada ou avec quelqu'un qui est en Martinique et on peut échanger. Et là, du coup, ça a vraiment beaucoup fait bien au groupe. On fait autre chose un peu que ce qui est prévu dans l'orientation professionnelle pure, mais justement, ça nous fait du bien parce que ça ouvre des fenêtres. Donc, c'est un petit peu le panachage des activités, hein, ça je crois que vous en avez déjà parlé, le panachage des activités qui fait que ce n'est pas trop lourd, que ça allège un petit peu les choses. Autrement, les outils qu'on utilise, donc bien sûr une connexion Internet, un smartphone, on s'aperçoit que la jeune génération fait de plus en plus avec son smartphone et son smartphone uniquement. J'ai un stagiaire de 18 ans, il fait son CV sur son smartphone, il le retouche sur son smartphone, il fait tout sur son smartphone. Donc du coup, installer une appli sur le smartphone pour faire la visioconférence, ça n'a pas posé de problème. Et donc du coup, le problème de l'outil pour nous n'est pas forcément un problème, c'est plus le problème de la motivation ou de la démotivation. Donc une boîte mail, un outil qu'on avait déjà, une plateforme micro-évolution avec tout un tas d'exercices qui sont possibles à utiliser. La mise en place d'un drive commun où les gens peuvent déposer, que ce soit nous ou eux, on peut déposer, prendre des documents. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des tutos, des fiches d'activité. La conférence, je reviens juste sur la conférence du matin, en visioconférence. La première fois, moi j'étais très heureux de les voir et je pense qu'on était tous très heureux de se revoir. Ça faisait comme si on se revoyait dans la même pièce. Il nous est tombé comme un coup de massue sur la tête, chacun chez soi, et là tout d'un coup, comme si on était dans la même pièce. Donc la visioconférence, c'est vraiment un outil qui solidifie les partages, qui solidifie le groupe, qui permet les partages. Et si les gens continuent l'action aujourd'hui, c'est certainement du fait qu'ils sentent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils sont entre eux et que l'équipe des formateurs est derrière eux, derrière tout ça. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Philippe de ce retour d'expérience. On voit, hein, vous l'avez mis en œuvre de façon assez différente de Laurent, de ce que nous a expliqué Laurent tout à l'heure, sur des publics qui sont aussi effectivement des publics qui sont dans un autre contexte, qui ne sont pas sur le même projet, hein, formation diplômante d'un côté, et puis là, on est plutôt sur la constitution du projet professionnel. Alors, on a pris un peu de retard, mais on ne voudra pas quand même vous
vous couper comme ça sans prendre, je me tourne vers Nadine, sans prendre quelques questions quand même. Il y a peut-être des choses un peu récurrentes qui sont revenues, donc je fais confiance à Nadine pour nous avoir repéré les plus intéressantes, même si elles le sont toutes. Oui, alors je vais faire rapidement hein, parce que l'idée c'est de conclure. J'ai regardé très attentivement vos questions, même si je ne voulais pas répondre en direct pour ne pas perturber la conférence. En gros, le sujet qui ressort en premier, c'est celui des outils, on le voit bien. Donc, on va s'efforcer d'y répondre. On va y répondre sous la forme d'une formation, je vous ai dit, qui va démarrer dès la semaine prochaine. Il faut qu'on voit comment on le fait sous forme de webinaire, sachant qu'il faut probablement qu'on distingue, parce que quand on parle d'outils, c'est très large. Vous avez parlé d'outils de visioconférence, mais il y a aussi des outils, vous en avez parlé, de création de questionnaires, de création de vidéos, de partage de contenu de type Padlet. Certains d'entre vous ont aussi parlé de plateformes type LMS, donc il va falloir sans doute qu'on séquence ces sujets-là. Le deuxième sujet qui arrive dans vos questions, c'est quels sont les justificatifs exigés par les financeurs. Je vous confirme qu'on est déjà sur ce projet-là et j'espère qu'on pourra programmer ce webinaire la semaine prochaine dans un premier temps, en tout cas avec la région et Pôle emploi, et puis on va voir si on peut avoir des OPCO et puis Transition Pro. Le troisième sujet étant comment faire pour former à distance sur le geste professionnel. Donc, j'ai entendu que c'était une préoccupation forte que j'avais déjà un petit peu entendue auparavant. On va y réfléchir. Voilà. Je vais vous adresser juste après là, un formulaire qui va servir à la fois d'évaluation de ce webinaire, mais aussi de ciblage de vos besoins, d'une part. Et puis d'autre part, suivez attentivement. Mercredi prochain, on va faire paraître notre newsletter, donc avec un jour de retard du fait du lundi férié, dans laquelle on vous présentera en fait cette programmation dans un premier tour, probablement pour les 15 prochains jours. On doublera peut-être d'un mailing. Donc voilà, suivez ces informations mercredi prochain. Un grand merci à tous pour votre participation. Voilà, ma petite part de conclusion, effectivement, par rapport aux 4 points que vous venez d'évoquer, Nadine. Les outils, la preuve, la situation dans laquelle vous vivez tous nous montre bien qu'en fait, on arrive à trouver des outils, mais il y a les outils de l'urgence, ceux dont vous êtes en capacité et que vous avez besoin de mobiliser maintenant. Et demain, il y aura les outils dans un projet plus structuré. Hein. Pensez bien à dissocier les deux aussi. Hein. Vous n'allez pas aller très certainement pas installer un LMS demain matin. Par contre, pour demain, vous avez besoin d'autres outils. Les gestes professionnels, c'est une vraie question, mais il y a des pistes. Il y a des pistes et je suis sûr qu'avec le CAFOC et qu'avec d'autres intervenants aussi, vous trouverez des choses à faire. Bien sûr, on ne fait pas tout. Hein, on ne va pas faire du béton dans sa salle à manger, mais il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, il y a la question des compétences quand même. Hein, ça a été évoqué aussi. Est-ce qu'on a les compétences ? Je pense que cette immersion dont je parlais au début nous a démontré qu'on a des compétences cachées à notre niveau et qu'on a tous capacité, effectivement, s'il y a bien une démonstration qui a été faite pendant cette période, c'est qu'on a tous la capacité à faire quelque chose à distance. Merci à tous. Merci pour votre participation, vos questions et vos échanges. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.